Parfait. Excellent. Bonjour tout le monde. Nous voilà à ce premier podcast live vidéo de Culture Soccer. On est très heureux, très heureux de vous recevoir ici et en fait vous permettre de nous voir à nous. On est très content, comme l'a dit Anthony plus tôt, on est très content. On porte nos propres couleurs, Culture Soccer. Super content, Anthony. Lui aussi, il a son maillot de Culture Soccer. On est très heureux de faire ça pour la première fois. On va voir si c'est un succès, si jamais vous aimez ça. Déjà en premier, Anthony, comment ça va? Ben, ça va très bien. Écoute, très excité de faire ce live ce matin. J'espère que ça va être le premier d'une longue série. Et non, je suis très excité. Écoute, le maillot de Culture Soccer, on est en live, on va pouvoir interagir. Donc, c'est une nouvelle étape encore pour Culture Soccer. Exactement, on va pouvoir interagir avec vous. N'hésitez pas à nous poser des questions si jamais vous voulez, durant le podcast, vous voulez interagir avec nous. Vous pouvez le faire soit par Facebook, qui est vraiment le plus facile, vu qu'on est en train de vraiment diffuser sur Facebook, mais sinon, vous pouvez aussi le faire sur Twitter. Je garde un œil là-dessus. Donc, si jamais vous voulez interagir là, il n'y a aucun problème du tout. Vous pouvez interagir directement sur Twitter aussi. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, on va commencer le podcast parce que je pense que au fur et à mesure, les personnes qui voudront nous rejoindre nous rejoindront. La vidéo sera toujours disponible sur notre page Facebook. Si jamais vous ne connaissez pas notre page Facebook, allez aimer la page pour voir ce qui se passe. On partage nos articles dessus et aussi, vous allez voir nos vidéos là-dessus aussi quand vous voulez. Sur cette page Facebook-là aussi, cette vidéo va rester là pendant une semaine ou deux, dépendamment de ce que Facebook accepte de faire. On a déjà 2 personnes qui nous saluent. Donc, Yannick Massicotte, qui est un de nos rédacteurs ici sur la Culture Soccer, qu'on salue très fort. Et aussi Julien Tessier, un supporter de l'Impact de Montréal aussi, qu'on salue. Merci de nous souhaiter le bonjour. C'est réciproque. Bonjour à vous. Donc, on va commencer aujourd'hui. On a un programme quand même assez chargé. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer du côté de l'Amérique du Nord. Et c'est ça qu'on va faire. On va essayer le plus possible de vous décortiquer tout ça parce que c'est important. On commence en premier sur les dates de retour pour la MLS 2021, la saison MLS 2021. C'est extrêmement important. On l'attendait. On avait peur de tout ce qui se passe avec le coronavirus, avec les nouvelles infections, les nouveaux virus, en fait, les variants. Les variantes, pardon, j'essaie de trouver le mot. Les variantes du virus qui sont un peu partout. Il y en a une dans chaque pays maintenant. Donc, on espérait que ça n'allait pas vraiment affecter le retour de la MLS parce que c'est important. Nous, on a hâte. On a besoin de notre dose annuelle là, de MLS. Donc, les dates de retour ont été dévoilées à nouveau par la MLS dernièrement. C'était supposé être le week-end du 3 avril. Ça a été repoussé de 2 semaines. Donc, le début de la saison régulière a été repoussé du 3 avril au 17 avril 2021. C'est intéressant. On n'est pas trop choqués, n'est-ce pas, Anthony? Non, c'est ça. Écoute, je pense que c'était un peu inévitable. On voit dans plusieurs régions que le nombre de cas parfois peut augmenter. Donc, je pense qu'il a augmenté de 2 semaines. Peut-être aussi laisser retomber la poussière là, des négociations et tout. Je pense que c'est bien. Puis écoute, 2 semaines, on est capable d'attendre encore un peu, là. Ouais, c'est ça. On est capable d'attendre encore un peu. En tout cas, c'est pas le contenu qui manque sur Culture Soccer. Pour ceux qui découvrent Culture Soccer, allez sur notre site web. Beaucoup d'articles sur tout le soccer nord-américain. Oui, on fait un plus gros focus sur la MLS, mais sauf qu'on parle de tout. On a Florian Moget qui nous regarde, qui s'occupe de tout ce qui est de college soccer. C'est super intéressant de voir qu'est-ce qui se passe en college soccer. On a Elodie qui s'occupe de tout ce qui est foot féminin, surtout du côté des États-Unis. On a Daniel Cameron et Alex Rupert qui parlent Canadian Premier League. Donc, bref, on parle de tout. Donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur les articles qui sont écrits. Sans oublier, je vais tous les nommer, en fait, parce que je ne veux pas les laisser tomber, là. On a Antoine Latran, fondateur de Culture Soccer, mais ex-rédacteur en chef, qui a pris un peu de recul maintenant, mais qui écrit encore de super beaux articles sur tout ce qui tourne autour du soccer. Il a écrit dernièrement un article sur le Cosmos qui vient de disparaître. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, un très
très beau papier écrit par Antoine Latran. On a Nathalie aussi, Nathalie qui s'occupe beaucoup de USL League One. Malheureusement, on n'a plus le USL League One. Il n'y a pas eu de saison l'année passée, donc il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais c'est sûr, elle va revenir. Elle va toujours être là pour nous aider. On vous a parlé un peu plus tôt de Yannick Massicotte qui est là aussi, qui va écrire plus le côté tactique de la MLS. Donc, des beaux articles. Le dernier en date, c'était sur Nicolas Lodero. Très, très bel article à voir aussi et à lire. Est-ce que j'oublie quelqu'un, Anthony? Écoute, vite comme ça, ben, c'est sûr qu'il Il y a y a Thomas. Thomas Foinel. Thomas Foinel. Ben oui, Ouais. Thomas qui est arrivé dans l'équipe récemment, écoute, ses articles sont très intéressants et tout. Écoute, je vais revérifier juste pour être certain. Non, on les a tous nommés, je pense. Je pense qu'on les a tous nommés. Donc, c'est une bonne chose. Si on Exactement. ne les a pas nommés, on va se rappeler un peu plus tard à force d'avoir des rédacteurs. Voilà. Donc, voilà. Bon, on commence le podcast. Donc, comme on avait dit, le début de la saison régulière repoussé du 3 au 17 avril 2021. Bon, plusieurs personnes se posaient des questions par rapport au camp d'entraînement. Le camp d'entraînement était supposé commencer le 22 février. On pensait que ça allait être maintenu. Finalement, non. C'est repoussé aussi, le début du camp d'entraînement. Le regroupement des effectifs vont commencer à se faire dès le 1er mars. Il y a une quarantaine de 7 jours avec examens médicaux et dépistages qui seront faits. Début du camp officiel, le 8 mars. Il y aura 6 semaines d'entraînement amplement suffisant pour tous les entraîneurs pour se faire une idée de leur nouvel effectif. Je pense bien évidemment à tous ces nouvelles effectifs parce qu'on en a beaucoup, des effectifs qui ont changé énormément. Donc, on va parler du Club de foot de Montréal. On peut parler aussi de Austin, qui est l'équipe d'expansion. On peut parler de Atlanta, qui fait peau neuve cette année. Le Galaxy aussi, qui essaie de se changer, de se faire recommencer une nouvelle dynastie peut-être. On espère en tout cas un des clubs les plus titrés en MLS. Donc, on verra à ce moment-là, mais les coachs auront amplement le temps de voir leurs joueurs avant le début de la saison régulière. C'est important, n'est-ce pas, Anthony, de permettre au coach de connaître son effectif. Hein? Ben oui, surtout les nouveaux coachs. Par exemple, à Atlanta, au Galaxy, je pense que si tu n'as pas le temps de voir ton effectif, ben, c'est très dur de pouvoir bâtir sur le concret. Là, c'est sûr, il y a une petite idée, mais vraiment, là, quand il va être en présentiel, on pourrait dire, là, c'est là que les choses vont jouer et que les joueurs, peut-être qu'on n'avait pas vu souvent en MLS ces derniers temps, peut-être qu'on va les voir plus souvent avec ces nouveaux coachs-là. Donc, non, ben, c'est super important là, pour les nouveaux. Puis, et même pour ceux qui sont déjà là, comme tu parlais du club de foot de Montréal, un Thierry Henry, qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'acquisitions là, dans les dernières semaines. Ça va être important qu'il puisse évaluer les nouveaux joueurs et les comparer à son effectif actuel. Là. Exactement, et tu as parlé des nouveaux coachs. On n'oublie pas Chris Armas, nouveau coach du côté de Exactement. Toronto, qui aussi aura fort à faire parce qu'il va devoir remplir les chaussures de Greg Vanney. Et croyez-moi, c'est pas facile de venir après Greg Vanney et tout ce qu'il a apporté au club de Toronto. Ça va être très intéressant à suivre. Bon. Après, ils ont dit que les entraînements collectifs vont commencer le 8 mars. On sait aussi que les coachs ne pourront pas être présents au sein de ce début de camp d'entraînement avant le 1er mars. Par contre, la MLS a quand même laissé libre cours aux joueurs qui ont envie de venir avant le temps. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que les joueurs qui veulent vraiment se prouver, qui veulent vraiment venir apporter quelque chose de nouveau, qui veulent vraiment venir et commencer la préparation pour prendre un temps d'avance sur leur coéquipier. Mais d'un autre côté, il faut dire c'est leur coéquipier, mais d'un autre côté, c'est un peu leur compétition parce que tout le monde se bat pour les mêmes postes. Hein. Donc, les joueurs qui veulent venir ont le droit de se présenter à l'avance, mais il faudra commencer la quarantaine à l'avance. Donc, ils doivent faire leurs 7 jours de quarantaine avant. Ils doivent faire aussi leurs examens médicaux et leur dépistage avant. Et ils vont pouvoir aussi commencer les entraînements individuels bien avant le 8 mars si jamais ils veulent. Donc, quand même, une bonne chose. Est-ce que tu penses que c'est important pour les joueurs et pour certains joueurs en particulier, par exemple, de se retrouver et d'aller plus tôt pour montrer une certaine sorte de volonté à bien faire? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, Anthony? Ah ben oui, ben c'est sûr que si, par exemple, tu es un jeune joueur arrivé d'avance et quand le coach vient d'arriver le 1er mars et tout,
tu es déjà en super forme et que c'est ça, tu as une meilleure forme que la majorité de tes coéquipiers, c'est sûr que c'est un bon levier pour du moins avoir un bon nom du côté de l'entraîneur, là. Donc, oui, ben, je suis sûr qu'il va y avoir plusieurs joueurs qui vont le faire. Peut-être pas des vétérans qui sont confortables dans leur position, mais c'est sûr qu'il y a des jeunes là, qui veulent gratter des minutes durant la saison. Ça peut faire une différence. Si, admettons, il y a deux jeunes qui se battent pour un rôle de rotation pour être défenseur central, par exemple, ben, c'est sûr que l'entraîneur va peut-être choisir celui qui est arrivé avant le 1er mars pour le récompenser de ses efforts-là. Là. Exactement. En tout cas ça, je pense qu'ils ne perdent pas grand-chose venir se mettre en forme. Je pense à des joueurs, moi, comme Joseph Martinez, par exemple, qui a été blessé toute la saison l'année passée. Je pense que ce serait bien, même si on sait que c'est un excellent joueur, il a prouvé à maintes reprises combien il est bon, mais quelqu'un qui a été blessé pendant longtemps, est-ce que moi, j'ai envie, moi, à sa place, j'aurais bien envie d'aller un peu plus tôt, me préparer pour que quand mes coéquipiers viennent, ben, que moi, je sois affûté et que je leur comprenne, que je leur fasse comprendre que, hey, je vous ai manqué la dépassée, là. Vous allez voir ce que je vais faire cette année. Bon, il n'a rien à se prouver, effectivement, mais sauf que j'aimerais bien voir ce genre de joueurs-là qui ont manqué beaucoup de temps venir et se présenter un peu à l'avance, ou bien des joueurs qui ont eu très peu de temps de jeu. Je pense que c'est important aussi qu'ils arrivent et qu'ils montrent qu'ils soient affûtés aussi. Donc, bref, je pense que c'est une bonne initiative que la MLS a donnée aux joueurs. Comme quoi, tu veux avancer, voilà, je te donne une chance de t'avancer si tu as envie. Tu es quelqu'un, par exemple, on connaît des joueurs qui prennent beaucoup de temps à se mettre en forme. Bien peut-être qu'ils ont un peu trop mangé durant la saison morte, ils n'ont pas fait assez d'exercice, un peu comme moi. Ben, à ce moment-là, ils vont pouvoir aller se mettre en forme, se mettre directement en quarantaine, puis se remettre au travail un peu avant leur coéquipier. Je trouve que c'est une très, très bonne chose. Donc, ça, c'est pour le retour de la MLS. Je pense que c'était important de vous mentionner les dates à tous. On a eu une autre nouvelle du côté de la MLS. Je vais en parler. Il y a eu plusieurs autres nouvelles. On ne va pas parler de chacun des transferts. En tout cas, ce n'est pas le but de l'épisode aujourd'hui. On le fera dans prochains épisodes. Bien sûr, on aura le temps de parler de tous ces transferts-là au fur et à mesure sur le podcast de Culture Soccer. Mais on a eu un transfert qui a fait beaucoup parler. C'est Pato, Alexandre Pato, le Brésilien, l'international brésilien, qui a signé avec Orlando. On sait que Orlando a perdu Daryl Dike, qui est parti signer en Championship, en deuxième division anglaise, qui est quand même un très bon niveau. Dike qui était à sa première année l'année passée en provenance de où? Du college soccer. Donc, college soccer, il y a encore de très, très bons joueurs qui viennent de là. Et Daryl Dike est parti signer directement à Barnsley, si je me rappelle bien. Il a même joué ses premières minutes aussi. Il a été remplacé un peu poste pour poste par Alexandre Pato. Ce qui est important dans Pato, c'est toute l'aura qu'il amène avec. C'est le charisme qu'il amène avec. C'est sa carrière internationale qu'il amène avec lui. Mais est-ce que tu penses que c'est une aussi bonne recrue que ça, Anthony de Varenne? Est-ce que tu penses qu'il a un certain rôle à jouer dans la tactique de Carlos Barea ou est-ce que tu penses que c'est vraiment du n'importe quoi? Moi, je pense que déjà le fait qu'il l'amène au club sans le statut de joueur désigné, sans le statut de DP, je pense que ça enlève un peu d'attente envers Pato. Je pense que personne qui suit la MLS s'est dit Ah, Pato arrive, il va tout détruire. Ben, d'un, je pense que tout le monde pensait qu'il avait 37 ans. Ouais. J'ai vu plusieurs commentaires de gens qui disaient 31 ans, hey, je pensais qu'il était beaucoup plus vieux. Et de deux, ça fait 7 mois qu'il ne jouait plus après qu'il soit parti là, de Sao Paulo. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un temps de remise en forme. Moi, personnellement, je ne me fais pas trop d'attentes. Mais je ne pense pas que le coach, s'il base sa tactique autour de Pato en disant que ça va être le buteur qu'Orlando a besoin, ça se peut qu'il soit déçu. Je pense que si Oscar Pereira le prend plus comme si ça marche, tant mieux, ben, je pense que c'est la meilleure vision pour, pour ce genre de joueur-là.
Oui, ben, je suis d'accord avec toi. En plus, ce qui est intéressant du côté d'Orlando, c'est que tu te retrouves avec quand même beaucoup de cartouches offensives. Hein. Tu as Mauricio Pereira, qui est vraiment un maître à jouer extraordinaire, l'Uruguayen. Tu as Nani, le Portugais, qui est là. On a Chris Muller, qui, vous savez combien je l'aime. Pour ceux qui écoutent Culture Soccer, le podcast depuis longtemps, vous savez combien je suis amoureux de ce joueur-là, tellement il est bon. Et il y a plusieurs joueurs qui sont là, qui peuvent venir tirer leur épingle du jeu. On va voir si Dom Dwyer va être de retour cette année. Lui aussi qui était blessé depuis longtemps. Il a beaucoup approuvé, Dom Dwyer. Mais quand il est dans de bons jours, Dom Dwyer, c'est un très bon buteur. C'est juste ça fait un peu trop longtemps qu'on ne l'a pas vu être à son meilleur. On va espérer voir si jamais il va retrouver un peu de sa superbe, mais on verra. Revenons un peu sur Pato. Donc, juste pour donner un peu les statistiques de Pato dernièrement sur les quelques années, tu as parlé de Sao Paulo. Pato, c'est 9 buts, 2 passes décisives en 33 matchs au Brésil depuis qu'il est revenu au Brésil en 2019. Ce qui n'est pas grand-chose depuis 2019. On s'entend, oui, il y a la pandémie, ainsi de suite. Mais vous savez qu'au Brésil, on joue tout au long de l'année. Donc, 33 matchs, quand tu joues tout au long de l'année, de janvier à décembre, c'est pas énormément. C'est pas énormément de matchs. Les statistiques, on s'attend tout le temps à ce qu'un joueur qui a connu les plus hauts sommets en Europe vienne et écrase un peu tout quand il revient au pays, au Brésil, même si c'est quand même un très bon niveau. Ça n'a pas été le cas. On sait que c'est un joueur qui a une hygiène de vie très, très moyenne. On se rappelle à un moment donné, une de ses ex-femmes, parce que c'est déjà marié 3-4 fois, là, une de ses femmes a dit qu'une des raisons de leur divorce, c'était qu'il faisait trop le party, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, très apprécié. Et je regarde un coach comme Carlos Barea, il va pas être content. Hein? C'est pas le genre de... j'ai dit Carlos, c'est Oscar. C'est pas le genre d'entraîneur qui est malléable et qui est gentil avec ses joueurs quand ils font des écarts de régime comme ça ou des écarts de conduite. Donc, ça va être un peu difficile de ce point de vue. Et pour revenir un peu plateau, pourtant, c'est beaucoup de talent. Il est nommé Golden Boy en 2009. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Golden Boy, c'est nommé en Europe pour le meilleur jeune du continent. Et ça a été lui en 2009. Aussi, bien évidemment, en gagnant ce titre-là, c'était le meilleur jeune en Serie A avec l'AC Milan. Il a été nommé dans le temple de la renommée de l'AC Milan, donc Hall of Fame de l'AC Milan, ce qui n'est pas très facile avec tous les grands joueurs qui sont passés dans ce club mythique italien. Par contre, quelques années plus tard, on parle de 2009 où il a eu toutes ces belles choses. 3 ans plus tard, en 2012, il a été nommé le Bidon d'Oro. Le Bidon d'Oro, c'est un peu le ballon de plomb pour ceux qui connaissent un peu le titre en France. Le ballon de plomb, c'est le joueur le moins impressionnant de l'année en 2012. Donc, tu passes du sommet à très rapidement le plus bas. Après, il est parti se perdre un peu en Chine, un peu partout, et ainsi de suite. Donc, bref, il a beaucoup approuvé Pato avec Orlando. Espérons que ce soit un relancement de sa carrière. Donc, on l'espère en tout cas. Je sais que toi, à un moment donné, tu aimais beaucoup Orlando, Anthony. Est-ce que tu es encore aussi friand d'Orlando, vu qu'il ne recrute plus beaucoup de USL Championship comme il le faisait auparavant? Est-ce que tu aimes encore beaucoup cette équipe? Ah ben quand même, quand même. Écoute, je m'y suis attaché un peu. Qu'est-ce qui est bien du côté de Pato, c'est je pense que c'est ce que, comme j'ai dit, ils n'ont pas trop d'attentes. Puis en même temps, ben, si ça marche bien, ben, il y a encore quelques bonnes années devant lui, là, si son corps se tient. Mais oui, je pense que j'aimerais encore Orlando. Ouais, ben c'est une belle équipe, surtout avec, on l'a vu l'année passée, ils sont tellement bons sous Pareja. C'était vraiment beau à voir, là. Orlando, c'était une des équipes qui nous a procuré beaucoup de belles sensations. On a vu du beau jeu, on a vu de belles choses de la part d'Orlando et on espère que ça va continuer. On espère que Pato va y trouver son compte et va exploser. Pourquoi pas? Nous, on aime bien les équipes qui viennent et qui explosent un peu en MLS. Donc, voilà, je pense que c'était important de mentionner ça. On va faire un petit concours, Anthony, parce qu'on veut récompenser les auditeurs ou bien ceux qui nous regardent, les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. On a encore un maillot de Culture Soccer, comme vous le voyez ici, Culture Soccer, avec tous les détails qui viennent avec, un très beau maillot de taille medium. On va être honnête avec vous, on nous reste un seul, il est de taille medium. Il est à celui, on va faire un tirage au sort
à tous ceux qui vont écouter le podcast en version vidéo. En fait, vidéo ou audio, comme vous voulez. Vous pouvez l'écouter comme vous voulez. Vous avez jusqu'à ce soir, donc ce soir à minuit, pour nous avertir que vous faites ça et que vous avez écouté. Je veux voir un commentaire sur Facebook ou sur Twitter qui dit Vive Culture Soccer ou bien on a adoré le podcast Vive Culture Soccer. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais je veux voir le Vive Culture Soccer pour que vous soyez éligible au tirage au sort. On contactera bien évidemment le gagnant par le réseau social approprié. Et on vous enverra bien évidemment ce maillot-là. Donc, Vive Culture Soccer pour ceux qui veulent participer au tirage au sort. Vous avez jusqu'à ce soir à minuit. Tous les commentaires qui sont après minuit ce soir, le 14 février, malheureusement, vous ne serez pas éligible. On va voir qui va réussir à le faire. Mais juste du medium, désolé Florian, il n'y a pas de XL, on a juste un seul qui est la medium. On a déjà Yannick Massicotte qui vient de dire Vive Culture Soccer, il veut le maillot. Donc on verra Yannick si tu feras partie si tu seras l'heureux élu ou non. Donc on continue un peu le podcast, on fera un petit rappel sur le concours un peu plus tard, Anthony, si tu veux tu le feras toi-même. On passe finalement à la CONCACAF, la Ligue des champions CONCACAF. Donc, il y a eu le tirage au sort qui a été fait cette semaine pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions CONCACAF pour l'année 2021. L'aller se jouera entre le 6 et le 8 avril et les matchs retour se joueront entre le 13 et le 15 avril. Anthony, on a eu du fun avec la Ligue des champions CONCACAF 2020, malgré tous les reports et ainsi de suite. Je pense que c'était assez sympathique de suivre cette compétition, non? Exactement, et on y a cru jusqu'à la toute fin qu'un club MLS allait la gagner. Malheureusement, les Tigresses s'en ont sorti à 2-1 face au LAFC et nous ont quand même bien représentés à la Coupe du monde des clubs face au Bayern, une défaite de 1-0. Mais oui, vraiment, là, la dernière édition était quand même bien. Un peu déçu que les équipes canadiennes ne se soient pas rendues très, très loin dans la compétition. Mais écoute, cette année, peut-être ça va être le cas. Peut-être qu'on va voir le Forge FC en finale. Hein? On ne le sait pas. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Ouais. Mais en tout cas, on va revenir sur les équipes qui vont jouer ces huitièmes de finale-là. En tout cas, les équipes qui nous importent, les équipes de MLS ou bien d'Amérique du Nord. Je pense que c'est ceux qui vont nous importer le plus. Donc, on commence. Donc, on a 4 équipes déjà de MLS qui sont déjà qualifiées. Atlanta United, le Columbus Crew, l'Union de Philadelphie et les Portland Timbers. Ils sont tous en lice pour le titre de champion de la CONCACAF cette année. C'est sûr que la MLS a adapté un peu leur programme de retour pour ces équipes-là, parce qu'on le sait, ils commencent, au lieu de commencer le 17 avril la compétition, ils vont commencer plus tôt avec la Ligue des champions CONCACAF. Donc, comme on l'a dit, le match aller se jouera entre le 6 et le 8 avril, le match retour entre le 13 et le 15 avril. Donc, la MLS a permis à ces équipes-là de se retrouver le 24 février, de faire, comme on l'a dit, les 7 jours de quarantaine, les dépistages, les examens médicaux et début de l'entraînement le 3 mars. Donc, ça leur donnera quand même un bon mois et quelques jours pour se préparer. Les joueurs peuvent faire exactement comme on a dit plus tôt. Ils peuvent se préparer à l'avance s'ils veulent. C'est quand même une très, très bonne chose. Pour ce qui est de l'équipe canadienne, alors là, ça change un peu. Tu en as parlé un peu plus tôt. On ne connaît pas le vainqueur du championnat canadien qui est d'habitude qualifié en Ligue des champions CONCACAF. On ne sait pas c'est qui encore. C'est une finale qui va se jouer entre Toronto FC et le Forge FC. On n'a pas la date encore, mais on suppose que ça va être avant le 6 avril pour qu'ils puissent jouer un peu cette CONCACAF-là. Est-ce que c'est un match qui t'intéresse et qui te... je sais pas, t'es curieux de voir ce match-là entre Forge et Toronto, Anthony? Ben, souvent, on a vu des confrontations entre les clubs de CanPL et de MLS assez relevées. Montréal a eu des bons matchs face à York 9 ou Cavalry et tout. Moi, j'ai vraiment espoir que ça soit quand même un bon match, surtout que ces deux équipes de l'Ontario
un Toronto FC qu'on pourrait dire en reconstruction depuis le départ de Greg Vanney, un Forge FC qui a quand même été en forme la saison passée. Donc, vraiment, moi, j'ai hâte de voir. Et je pense que puisque les deux ne seront pas dans leur forme optimale et tout, ben, je pense qu'il y a moyen que ça soit un match serré. Là. Tu sais, des fois, tu vois des matchs amicaux entre une D3 et un club MLS, puis ça finit avec un score serré, ben, ça peut être le même genre, mais là, avec peut-être une différence de niveau moindre. Là. Donc, non, je pense que ça va être vraiment une bonne finale de championnat canadien. Là. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être intéressant. En tout cas, Forge est la première équipe de CanPL à se qualifier en finale du championnat canadien. Ça va être intéressant. Bon, oui, c'est pas le même format qu'on a connu d'habitude. Ils se sont un peu qualifiés en étant champions de la CanPL, ce qui est un peu bizarre. D'habitude, il y a des matchs, plusieurs matchs pour y arriver, ce qui n'a pas été le cas cette année. Mais bon, écoute, je pense que c'est une bonne vitrine, une bonne façon de se montrer pour une équipe de la CanPL. Forge, c'est quand même une belle équipe. On va en parler un peu plus tard de cet effectif-là qui est quand même assez intéressant. Mais oui, ça va être un match intéressant. Donc, on le sait que ça va être assez vite cette finale-là parce que la MLS a parlé plus de Toronto parce que Toronto, c'est l'équipe de MLS. Elle a permis à Toronto de commencer l'entraînement, le regroupement le 17 février. Commencer l'entraînement le 17 février à condition que les joueurs aient passé une quarantaine de 7 jours, examens médicaux et dépistage. Et par contre, ils ont aussi mentionné que chaque personne qui revient au Canada va devoir passer par une quarantaine de 14 jours. Donc, si jamais tu es un joueur américain, je pense au Altidore, au Bradley et ainsi de suite, qui sont bien évidemment aux États-Unis, ils vont rentrer au Canada, ils sont obligés de faire une quarantaine de 14 jours parce que ça, c'est la loi au Canada, c'est une quarantaine de 14 jours. Donc, bref, une préparation qui va être un peu tronquée du côté de Toronto SC. Tu ne trouves pas, Anthony? Parce que Forge, je pense pas, n'aura pas beaucoup de problèmes vu que la plupart des joueurs sont canadiens, puis ils n'auront pas de quarantaine à faire ou ils vont faire juste les 7 jours de quarantaine là où ils sont, si jamais ils font une bulle ou quoi que ce soit, mais ils n'auront pas grand-chose à faire. Donc, un petit désavantage pour Toronto FC face à Forge, non? Oui, ça se peut et c'est ça, on souhaite aux joueurs internationaux, euh, aux joueurs internationaux d'être déjà à Toronto, hein, parce que si là, on est le 14 février, on fait plus 14, on est déjà en retard sur la préparation. Donc, c'est ça, on leur souhaite d'être déjà à Toronto et c'est sûr que, comme tu dis, peut-être que le Forge FC sont déjà en train de s'entraîner. Hein. Moi, personnellement, je ne le sais pas, mais ça se pourrait. Donc, non, c'est vrai que Toronto, là, ça va être un peu plus limite, j'ai l'impression, à cause de la gestion de la quarantaine, là, comme tu le dis. Là. C'est ça. En tout cas, le plus tôt qu'ils peuvent s'entraîner, c'est le 17 février. Peut-être que certains joueurs ont commencé à s'entraîner déjà parce qu'ils ont le droit, mais à partir du 17 février, ils pourront s'entraîner. Donc, dans 3 jours, on verra si jamais on va voir un retour à l'entraînement rapide de la part de Toronto FC ou s'ils vont prendre leur temps. Je m'attends à une finale du championnat canadien vers la fin du mois de mars ou bien oui, vers ces eaux-là, donc peut-être une semaine avant le début du championnat. Donc, on va parler un peu de ces équipes qualifiées en Ligue des champions de la CONCACAF parce que je pense que c'est important de refaire une revue d'effectifs de ces équipes-là. Il y a quand même de très, très bonnes équipes qui ont quand même une certaine historique en MLS. Même si elle est courte, des fois, il y a quand même des équipes qui ont fait des résultats. On va commencer en premier par Atlanta. Atlanta United, après une saison de misère, qui se qualifie en tant que gagnant de la US Open Cup de 2019. De 2019, parce que celle de 2020 a été annulée. C'est quand même intéressant de voir Atlanta se qualifier de la sorte. C'est comme si on leur donnait une seconde vie après l'année de misère qu'ils ont vécue l'année passée, n'est-ce pas, Anthony? Oui, exactement. Je pense que ça va être un bon défi pour le nouvel entraîneur Gabriel Henze parce que vraiment, c'est ça. Tu vas comme premier match pratiquement en Ligue des champions face à un club mexicain et tout. Donc, ça va être un bon défi. S'il passe avec brio, ben, je pense que les gens vont avoir beaucoup d'entente envers Atlanta là, pour le début de la saison MLS. Mais c'est ça, comme tu l'as dit, là, il y a eu une refonte de l'effectif avec plusieurs joueurs intéressants de signer.
Par exemple, un Lisandro Lopez, je pense que je ne m'attendais vraiment pas à le voir en MLS. Ça va être beau de voir ça aller. Tu parlais un peu plus tôt de Joseph Martinez. Je pense qu'il va y avoir une belle compétition entre les deux. Ça va être Lopez qui va vouloir prouver qu'à 37 ans, il n'est pas trop vieux pour jouer en MLS. Et de l'autre côté, Joseph Martinez qui va prouver que son genou est totalement rétabli. Fait que je pense que ça va être une belle compétition qui va juste permettre à Atlanta d'être encore plus performant. Sinon, ils ont également signé là, Santiago Souza. J'ai très hâte de le voir aller. C'est tout récent, ça fait 2 jours. Un joueur de River du River Plate. Donc, non, ça va être intéressant à Atlanta. Vraiment, là, j'ai l'impression que cette saison, ça va être beaucoup mieux que la saison passée, là. Bon, en tout cas, c'est pas très difficile d'être beaucoup mieux que la saison passée. La saison passée, c'était horrible. C'était horrible à voir. Ben déjà, juste le retour de Joseph Martinez, je pense, c'est la plus grosse recrue qu'Atlanta United peut avoir. On a beaucoup entendu parler de Gabriel Heinze. Gabriel Heinze, pour ceux qui ne connaissent pas, le peu qui ne connaissent pas Gabriel Heinze, un ancien défenseur international argentin qui a joué à l'Olympique de Marseille, à Manchester United, au Paris Saint-Germain, de très, très grands clubs à travers l'Europe, qui a commencé sa carrière d'entraîneur il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et ce qui est très beau du côté de Heinze, c'est que Heinze a montré ses capacités d'entraîneur. Il joue un jeu alléchant, très, très alléchant en fait, très porté vers l'avant, basé sur la construction, sur le beau jeu, très offensif. C'est toujours très agréable à voir des équipes. J'ai un ami que je salue d'ailleurs, Ludovic, avec qui je fais un podcast déjà sur l'Olympique de Marseille. Il me disait, lui, c'est quelqu'un qui suit beaucoup la Ligue argentine parce qu'il a habité là-bas pendant longtemps. Et il me dit, écoute, moi, je n'ai jamais été vraiment intéressé par la MLS puisque je n'habite pas en Amérique du Nord. Par contre, maintenant que j'ai vu que Heinze a signé à Atlanta, ben, crois-moi, moi, je suis supporter d'Atlanta. C'est aussi simple que ça a été assez systématique que ça. Donc, juste pour dire, la grosse feuille de route qu'apporte avec lui Gabriel Heinze, c'est ça qui va être intéressant. Tu as parlé aussi de Lisandro Lopez. Oui, Lisandro Lopez, on a connu toutes ces belles années avec l'Olympique lyonnais où il a gagné plusieurs championnats. Il a fait de très, très belles choses avec l'Olympique lyonnais. C'est un peu bizarre. Ce n'est pas le style d'Atlanta d'acheter des joueurs à 37 ans comme ça qui viennent. Mais je pense que ça peut être très intéressant. Et j'ai comme l'impression qu'on va avoir un système tactique avec deux attaquants. Parce que si tu regardes un peu l'effectif d'Atlanta, on a beaucoup d'attaquants. On a par exemple, on a dit Joseph Martinez, on a dit Lisandro Lopez, mais on a aussi Eric Torres qui a re-signé, ce qui était aussi un peu bizarre, sachant qu'il y a des petits problèmes de poids et de remise en forme. Mais c'est quand même un très, très bon attaquant mexicain. On a quand même on a des petits jeunes aussi qui sont là, donc il y a quand même j'ai comme l'impression qu'on va jouer avec 2 pointes. Est-ce que c'est quelque chose qui aussi t'est passé par la tête ou pas vraiment, Anthony? Oui, exactement, parce que je pense que Lisandro Lopez, il peut quand même avoir un bon impact en MLS. Joseph Martinez, s'il est de retour en forme, c'est sûr que c'est le meilleur buteur MLS selon moi. Et Eric Kubo-Torres, s'il revient comme il était là, dans son bon temps avec le Dynamo lorsqu'il était épaulé par Kyoto oh non, j'ai un blanc de mémoire. Albert Ellis. Oui, ouais. Albert Ellis. Écoute, ça va être magique à Atlanta. Là. Il va y avoir des pluies de buts. Donc, non, vraiment, si les 3 sont en forme, c'est sûr qu'il faut jouer à 2 attaquants parce que tu peux pas sur le banc Lopez, Torres, c'est ou Martinez. Ouais, exact. Ce serait drôle. Ce serait drôle. En tout cas, on verra. Ça va être intéressant. Et tu as parlé de Souza, le milieu de terrain qui a signé de River Plate. Juste pour mettre un peu dans le bain, c'est un international espoir argentin. On sait déjà que beaucoup d'internationaux espoirs argentins sont en train d'opter pour la MLS. On a vu Barco, par exemple, on a vu Milton Valenzuela signer à Columbus. Au lieu d'aller directement en Europe, ils passent par la MLS en premier pour un peu se prouver encore plus. Puis ils sont de loin plus proches de leur pays aussi, ce qui est quand même assez intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour la MLS de voir. C'est comme un avantage sur l'Europe qui est quand même assez intéressant. Souza, c'est très intéressant parce qu'il est milieu défensif. Et on a vu
que depuis le départ de Darlington Nagbe du côté d'Atlanta, il y a toujours eu ce petit problème en tant que dans ce secteur de jeu-là, même si c'est amélioré Nagbe, il faisait beaucoup de récupération. À côté de lui, on avait Larentovitz qui était là, qui a pris sa retraite maintenant. Ils avaient besoin de quelqu'un. On a vu qu'Éric Remedi, ça n'a jamais été le joueur qui n'a jamais fait vraiment le poids tout seul. Mais un Sosa qui soit là, c'est quand même assez intéressant parce que ça vient combler un manque aux côtés de l'Atlanta dans notre jeu. Donc, ça va être intéressant de voir si jamais il est capable de prendre ces responsabilités-là et vraiment de combler ce trou au milieu de terrain qui était assez béant l'année passée sous les ordres de Frank DeBoer ou bien Stephen Glass. Donc, ça va être intéressant de ce point de vue-là. Mais Atlanta va venir et va devoir rencontrer à ce moment-là, en huitième de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, Atlanta jouera contre Alajuelense. Anthony, je sais que tu as fait des petites recherches sur les adversaires de nos clubs de MLS. Je te laisse présenter Alajuelense. Oui, ben en fait, Alajuelense, c'est un club costaricien pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Pour ceux qui sont supporters de Feu Impact de Montréal, le club de foot de Montréal, il y a Yohan Venegas qui joue là-bas actuellement. Et vraiment, cette saison, c'est un des meilleurs clubs au Costa Rica. Vraiment, son premier, si je ne me trompe pas. Devant un Deportivo Saprissa, devant Herediano. Donc, ça va très bien pour eux. En 7 matchs, ils sont déjà à 17 points. Donc, c'est pratiquement un parcours parfait. Il y a également Brian Ruiz qu'on a vu jouer au Portugal, au Sporting CP, désolé. Donc, vraiment, c'est ça. C'est un des clubs les plus en forme du Costa Rica et surtout qui joue actuellement. Donc, pour Atlanta, ça va être quand même un bon défi. Même si c'est atteignable. Oui, effectivement. Et en plus, Alajuelense, c'est le gagnant, si je ne me trompe pas, de la CONCACAF League 2020. Donc, c'est quand même assez intéressant. La CONCACAF League qui est quand même la petite sœur de la Ligue des champions, un peu l'équivalent de l'Europa League que vous connaissez en Europe, pour ceux qui suivent les compétitions européennes. Là, la CONCACAF League, c'est quand même les seconds couteaux qui sont là. Et ils ont quand même remporté cette coupe-là, ce qui est pas un mince exploit. Donc, une équipe qui est quand même dangereuse devant eux à Alajuelense. On passe au prochain club de MLS qui va jouer ses huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. On a Columbus, le Crew de Columbus, le champion MLS en titre, celui qui a remporté la MLS 2020 avec tout cet effectif qui a été magique. Est-ce que Columbus, pour toi, est aussi fort qu'en 2020, Anthony, ou est-ce que tu penses que Columbus a perdu un peu avec les départs au sein de son effectif, a perdu un peu de superbe avant le début de cette saison 2021 et avant le début de cette compétition de la CONCACAF? En fait, moi, je suis quand même assez confiant pour le Crew. On l'a rarement vu sur une compétition continentale, bizarrement. Moi, ça a été une des premières fois que je les vois là, face à des clubs hors États-Unis et Canada. Et honnêtement, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu du Crew lors de la off-season. Écoute, ils sont allés pour un recrutement plus MLS. Ça m'a fait penser à leur transaction là, lorsqu'ils étaient allés chercher Nagbe. Cette fois-ci, ils sont allés chercher quand même des bons joueurs de MLS. Écoute, Kevin Molino, il était dans une forme impériale la saison passée avec Minnesota United. Vous savez que c'est un de mes joueurs préférés. Donc, le voir arriver à Columbus, écoute, ça rajoute encore une couche sur leur attaque qui est vraiment incroyable. En rotation, quand Zardes n'était pas là, c'était peut-être le côté qui flanchait du côté de Columbus avec un Jordan Hamilton, par exemple, que on s'entend, c'est pas le meilleur buteur canadien. Ben, il y avait Adi et Nemeth aussi, qui les deux aussi ont quitté, je suppose, l'effectif, non? Oui, exactement. Puis c'est ça, ils sont allés chercher BWP, Bradley Wright Phillips. Il n'est plus jeune à 35 ans, mais je pense que dans un rôle de rotation, ça va être parfait. Il l'a prouvé la saison passée au LAFC. Écoute, il a quand même marqué 8 buts, 6 passes décisives en 18 apparitions.
avec seulement 14 matchs de débuter. Là, donc, vraiment, le crew, moi, je pense même qu'ils se sont améliorés. En plus, c'est des joueurs qui connaissent déjà la MLS. Donc, il n'y aura pas de période d'adaptation. Et pour la Ligue des champions, je pense que même si c'est des joueurs qui viennent de différentes équipes, je pense que la chimie risque de peut-être s'installer plus rapidement puisque c'est des joueurs qui se connaissent. Il y a également Perry Kitchen. Je sais que ce n'est pas ton préféré, mais je pense qu'il pourrait peut-être changer de rôle avec le crew, peut-être un rôle plus de profondeur. Donc, je pense que dans une optique de rotation, je pense que c'est un très bon joueur pour le crew. Donc, vraiment, j'aime vraiment ce que j'ai vu du crew, là. Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr qu'il y a il y a beaucoup de bons joueurs au sein de Columbus. Écoute, je suis tout excité que toi aussi par rapport au recrue de Kevin Molino, par exemple, qui est un excellent joueur de BWP, qu'on a nommé ici, les trophées de Culture Soccer, on l'a nommé comme notre revenant de l'année pour l'année 2020. Oui, je suis excité par rapport à ça, mais si je regarde un peu les remplacements poste pour poste, je trouve qu'il y a un peu trop de départs par rapport aux recrues. Si tu regardes, par exemple, des joueurs comme Héctor Jiménez, qui est le latéral gauche remplaçant qui remplaçait, qui prenait la place souvent hein, de Milton Valenzuela, ben, il n'est plus là. On a dit que BWP vient, d'accord, mais sauf qu'on a Nemeth, on a Nemeth et Adi qui s'en vont, donc deux attaquants qui s'en vont, un seul qui vient. On a Boateng qui est parti, Emmanuel Boateng qui est même plus là, Mokhtar qui est parti aussi, qui est plus là. Oui, Molino, c'est un très bon renfort, mais j'ai comme l'impression qu'on a beaucoup moins de profondeur que ce qu'on avait avant, sans oublier le petit jeune Caden aussi qui est parti, qui a signé en Écosse, un très, très bon une très belle signature pour les Écossais, un jeune qui a joué une dizaine de matchs professionnels, qui signe directement en première division écossaise, c'est quand même super bien. Mais sauf que du côté de Columbus, on sent que oui, il y a peut-être un manque de profondeur. Après, c'est possible qu'il y ait des jeunes, comme on a vu l'année passée, Aiden Morris, qui viennent et qui explose, qui a été extraordinaire en tant que milieu relayeur, voire milieu défensif, qui a été très, très bon, qui pourrait aussi faire sa place et avoir beaucoup plus de minutes. Florian Moget, qui suit beaucoup le college soccer, il nous parle de Isaiah Parente, qui joue au milieu central. Il correspond, d'après lui, parfaitement au jeu de Caleb Porter. Donc, c'est quelque chose, c'est peut-être un joueur qu'on va voir de temps en temps grappiller des minutes par-ci, par-là. Mais je sens qu'on n'a plus le même poids du côté de Columbus. Après, bon, pour moi, il y a autant de qualité. Hein. Les pièces maîtresses sont toutes là. Elles sont encore là. On a Elo Room, on a Evan Bush qui est revenu là où il est né, hein, en Ohio. Donc, il est très content de retourner chez lui un peu. Donc, si Room, on a vu que Room s'est blessé de temps en temps, on va avoir toujours un Evan Bush qui va pouvoir venir le suppléer comme ce que faisait Andrew Tarbell avant. Tarbell qui est parti. Au milieu de terrain, oui, Alaché est parti, ainsi de suite. Mais comme on a dit, on a Morris qui a pris du galon. Oui, c'est juste un peu sur les ailes en attaque. J'ai comme l'impression qu'il manque un peu cette profondeur-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu trouves qu'il y aura, c'est sûr, des jeunes qui vont se montrer et qui vont remplir ces rôles-là? Ben, c'est sûr qu'en termes de nombre, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis, mais en termes de qualité, c'était pas même si c'était des joueurs de profondeur, c'était pas on pourrait dire pour le crew, c'était pas des excellents joueurs de profondeur. Emmanuel Boateng, j'adore ce joueur, mais au crew, ça n'a pas très bien fonctionné. Mokhtar, pourtant. Oui, peut-être Mokhtar, mais un Fernando a dit vraiment pas. Nemeth, il avait marqué un but, je crois. Donc, oui, peut-être Mokhtar, mais le reste, je n'avais pas été impressionné avec le crew. Ça ne semblait pas vraiment fonctionner. Donc, tant qu'avoir des joueurs, peut-être avec un salaire quand même élevé, qui, au final, font pas mieux que ton académie ou des choses comme ça, vaut mieux faire confiance aux jeunes et peut-être qu'ils vont avoir une pépite comme un Caden qui va sortir et Caleb Porter va pas en profiter. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que ça va quand même bien là, du côté du crew. Oui, ben écoute, tu fais un point, je suis complètement d'accord avec toi, Anthony. C'est vrai que ce n'est pas les grosses pièces qui sont manquantes et même ces pièces de profondeur-là, ce n'étaient pas non plus les pièces de profondeur les plus performantes. Je suis d'accord avec toi, mais n'empêche, on verra, c'était important de le souligner. Ben, le Columbus Crew va rencontrer le Real Esteli en huitième de finale. C'est un club qu'on connaît moins. Anthony, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce club-là?
Oui, ben exactement. C'est un club qu'on connaît moins. Si vous avez suivi la CONCACAF League la saison passée, vous l'avez peut-être vu perdre justement face à la RONC en quart de finale. Mais le club avait une deuxième chance, on pourrait dire, avec les éliminatoires face à Motaga et ça l'a fini au penalty. Et le Real Estelí est sorti vainqueur. Donc, c'est grâce à ça qu'ils ont pu se qualifier. Mais vraiment, c'est un club qu'on connaît très peu ici. C'est un club du Nicaragua. Et c'est ça, écoute, c'est un des meilleurs clubs de leur pays, même si actuellement, ils ne sont pas à la première position, ils sont dans le top 3 quand même, à un point d'écart. Donc, ça va quand même bien. Mais normalement, il peut y avoir des surprises, mais normalement, je pense que le crew n'a pas à être inquiété. Va juste falloir être en forme. Ça va être ça vraiment, pour la majorité des clubs MLS, va falloir arriver en forme parce que les autres clubs jouent déjà donc vraiment, ça va falloir avoir un bon camp d'entraînement. Mais c'est ça, si les hommes de Caleb Porter arrivent prêts, il ne devrait pas avoir de problème face au Real Estelí. Oui, effectivement, il ne devrait pas y avoir de problème face au Real Estelí, mais n'empêche, on le sait très bien. On l'a vu avec Forge FC l'année passée en CONCACAF League où Forge a été éliminé par un club haïtien qui est archaïque, qui est quand même un bon club en Ligue haïtienne. On pensait que ça allait être facile. Finalement, ça a été beaucoup plus difficile et Archaïque a été très, très bon. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas les prendre à la légère pour le crew de Columbus. Et en tout cas, je ne pense pas que c'est le style de Caleb Porter de prendre un club à la légère. Pas du tout. Donc, on verra ce que ça va donner. On revient de nouveau à, j'aimerais rementionner le concours qu'on est en train de faire. Donc, on a encore un maillot, un chandail de Culture Soccer. La taille est medium. Malheureusement, on n'a pas d'autre taille, c'est la seule taille qu'on a. On va le faire tirer au sort. Tout ce que vous avez à faire avant minuit ce soir, le 14 février, c'est d'écrire soit sur Facebook, soit sur Twitter, Vive Culture Soccer en dessous de la publication de la vidéo. Et à ce moment-là, on va pouvoir vous rentrer dans le tirage au sort et on fera un tirage au sort. Puis le gagnant, ben, on va lui envoyer ce chandail-là comme cadeau pour le premier podcast vidéo de l'histoire de Culture Soccer qui est là. Passons au prochain affrontement en Ligue des Champions. On a parlé de Columbus et d'Atlanta. Le prochain en lice, c'est l'Union de Philadelphie. L'Union de Philadelphie qui va jouer à ce moment-là le match contre le Deportivo Saprissa. On va parler de l'adversaire un peu plus tard. Je vais commencer cette fois-ci par parler de l'Union très rapidement en quelques mots. Je vais te dire très sincèrement, Anthony, chaque année, je regarde l'Union perdre de ses meilleurs joueurs. Chaque année, je me dis, cette année, ça ne va pas passer. Et chaque année, les 2 dernières années, l'Union de Philadelphie me fait mentir et me dit, tu sais quoi, tu n'as rien compris dans la MLS, a dit. Et ils font une saison extraordinaire. L'année passée, je m'attendais à ce qu'ils finissent entre la 6e et la 9e place dans l'Est. Ils ont été dans les 3 premiers. Ils ont été extraordinaires. Ils ont remporté le Supporters Shield, si je me rappelle bien. Oui, avec le fameux bouclier du Captain Ouais. America dont on a parlé. Donc, tu sais, pour moi, il y a cette capacité pour l'entraîneur Curtin de sortir des joueurs un peu de nulle part venus de son académie. C'est même pas des joueurs qui d'habitude explosent tout à l'échelon inférieur, mais quand ils se retrouvent dans le système de Curtin dans l'équipe première, ils explosent tout. Ils finissent par nous faire mentir et à montrer qu'ils ont le niveau. Est-ce que tu penses que cette année, ce sera pareil encore de la part de l'Union Philadelphie? Ou est-ce que tu penses qu'à un moment, ce modèle va arriver à un certain... va s'arrêter, ne va plus fonctionner. On l'a vu du côté des Red Bulls. À un moment donné, ça n'a plus fonctionné. Il manquait des choses. Est-ce que tu penses que aussi on va avoir un arrêt du côté de l'Union de Philadelphie? C'est une bonne question, bonne question. C'est sûr, avec le départ de Aronson puis Mark McKenzie, c'était 2 des meilleurs joueurs de l'effectif. Honnêtement, je peux pas dire que je connais les joueurs de l'académie qui ont été signés. Donc, tu sais, honnêtement, c'est dur d'avoir un avis sur cette question-là. J'espère pour l'Union que ça va encore fonctionner. Mais c'est sûr, à un moment donné, ça va arriver à la limite. Et si jamais ça arrive, ben, ils vont pouvoir se renforcer durant l'été.
Mais c'est ça. J'ai l'impression que pour une compétition continentale comme ça, ça peut être difficile. Donc, mais honnêtement, c'est ça. J'espère pour eux que ça va fonctionner, mais il va falloir que les jeunes soient présents face à l'adversaire, là. Très sincèrement, oui, tu as parlé des gros départs, de Mark McKenzie, de Brandon Aronson. Mais moi, je trouve que pour que des petits jeunes puissent performer au sein d'une équipe, et encore une fois, c'est très possible qu'à la fin de l'année 2021, j'ai dit n'importe quoi, hein, on ne le sait pas, comme tu l'as dit. Mais je suis en train d'analyser ce que moi je sais du foot et du soccer. Euh, pour que des jeunes performent, il faut qu'ils soient bien entourés par des vétérans. Okay? Du côté de Philadelphie, tu as des vétérans qui sont là encore. On parle d'Alejandro Bedoya qui est là, de Ilsinho qui est là. Oui, ça va être quand même des vétérans assez importants. Par contre, je vois que, par exemple, Aurélien Collin n'est plus là. Krival au milieu de terrain n'est plus là. Wooten est reparti en Autriche, il n'est plus là non plus, même s'il n'était pas là depuis longtemps, mais c'est quand même un attaquant qui venait apporter un peu son expérience devant, ce qu'il ne faisait plus, ce qu'il ne fera plus maintenant. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque d'expérience dans cette équipe, malgré les 2-3 joueurs expérimentés qui restent? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un peu un manque de mentorat autour de ces jeunes-là? Je pense que c'est vraiment pas, selon moi, c'est peut-être pas le problème de l'Union. Je pense que ça serait, s'il vient un problème avec ces jeunes-là, ça serait plus un problème de qualité, on pourrait dire de compétences, mais je pense qu'au niveau de l'expérience, Jim Curtin a toujours semblé, on pourrait dire, donner cette expérience-là à ces jeunes-là. Donc, mais ça se peut que ça vienne jouer dans la balance, mais je ne pense pas que s'il y a un échec de l'Union, ça va être par manque d'expérience autour des joueurs. Ça serait plus la qualité même des joueurs, parce que je pense que quand tu arrives à 17-18 ans, c'est pas évident là, affronter les meilleurs du continent et par la suite les meilleurs de la MLS, là. Ouais, non, tu as raison, tu as raison. En tout cas, on verra de ce qui va se passer. En tout cas, on espère une chose, on espère que le petit jeune Aronson, Paxton Aronson, le frère de l'autre, Brandon Aronson, qui est parti à Salzbourg, on espère qu'il fera aussi bonne impression que son grand frère. On a hâte de le voir jouer. Est-ce qu'il va jouer très longtemps ou non? J'ai comme l'impression que ce sera Fontana qui va prendre la place de Aronson parce que Fontana, c'est vraiment lui qui a explosé l'année passée, malgré Ouais. il a eu quoi, une dizaine de matchs, il a marqué peut-être 8 buts, bref, en tout cas, je ne me rappelle plus des stats, mais il a été très bon, il a marqué beaucoup de buts, il a été décisif, et je pense que c'est lui qui va prendre le poste pour poste, la place de Aronson, Brandon Aronson, mais peut-être que Paxton va avoir des minutes par-ci, par-là pour nous montrer si jamais il est aussi bon que son frère. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire. Parlons un peu de l'adversaire de l'Union de Philadelphie, le Deportivo Saprissa, Anthony. Parle-nous un peu de cette équipe costaricienne. Oui, en fait, dans cette équipe-là, il y a plusieurs joueurs qu'on connaît bien si on suit la MLS. Kendall Waston, le meilleur joueur de l'histoire du FC Cincinnati. C'était une blague, ouais. Après ça, il y a David Guzman qui a quand même eu des bons temps avec les Timbers. Et puis un joueur qu'on tend à oublier, là, puisque ça fait quand même quelques années, Christian Bolaños, l'ancien joueur des Whitecaps de Vancouver. Donc, c'est des joueurs quand même, c'est des joueurs qu'on connaît bien. Et le reste de l'effectif, c'est des jeunes, des joueurs expérimentés, majoritairement du Costa Rica. Sinon, en termes de performance, le Deportivo Saprissa s'est rendu à la finale de la CONCACAF League et a perdu face à son compatriote costaricien Alajuelense. Et cette saison, du côté de Saprissa, ça ne va pas très bien en championnat. Écoute, son quatrième. Donc, c'est une équipe qu'on est habitué de voir au moins le top 3 de la Ligue du Costa Rica. Donc, en ce moment, son quatrième avec seulement 10 points en 7 rencontres. Donc, il faut faire attention à ça. Si on se rappelle, tantôt, j'avais dit qu'Alajuelense avait 17 points. Donc, ils sont quand même à 7 points de retard du premier après seulement 7 matchs de jouer. Là. Donc, ils ne sont peut-être pas dans les meilleures formes. Reste à voir si d'ici le match, ça va changer.
Mais pour l'instant, l'aspect forme là, qu'on parlait un peu plus tôt, là, je ne pense pas que ça jouerait dans la balance pour l'instant parce que ça ne va pas très bien ça a pris ça. Donc, c'est pas mal ça. Là, donc, à retenir, trois anciens joueurs de MLS et une forme moyenne pour le club là, de Saprissa. Ouais, c'est ça. Ça va être intéressant, en tout cas pour les supporters de l'Impact de Montréal. L'année passée, ça s'appelait encore l'Impact. L'Impact avait battu finalement Saprissa, mais très difficilement. Donc, faudra à ce moment-là, il faudra pour l'Union de Philadelphie de sortir leur meilleur pour pouvoir passer outre cette équipe costaricienne. On passe à la prochaine équipe qui est les Timbers de Portland. Les Timbers de Portland qui gardent presque le même effectif d'année en année dernièrement. Beaucoup de vétérans, beaucoup de vétérans. On a 7 joueurs de plus de 30 ans en date du 17 avril. Une petite recrue en poste de latéral gauche avec Claudio Bravo, un Argentin de Banfield. Je ne sais pas si jamais il est bon ou non. Je ne connais pas un peu ce qu'il vaut. Après, il n'y a pas d'autres recrues de renom intéressantes du côté de Portland. Après, bon, ils ont un effectif quand même assez complet. Il n'y a pas beaucoup de départs non plus. Il va falloir que les petits jeunes, les joueurs de rotation, on va les appeler comme ça, les joueurs de rotation de Portland vraiment sortent une année magnifique pour pouvoir s'en sortir et être encore aussi bon, parce que se reposer encore de nouveau sur Blanco, Valéry, Chara ou même Atinella ou Clark dans les buts, ça ne va pas être suffisant. Donc, il va falloir qu'on voit plus de Loria, de Andy Polo, de Aspria, de Williamson. Je sais que tu aimes beaucoup Anthony ou d'autres, ces joueurs-là et Bobissé, qui n'est plus un joueur de rotation, qui est devenu quand même assez important. Il va falloir un peu plus de ces joueurs-là pour avoir une belle saison de Portland. Est-ce que tu penses que c'est l'année de trop pour les Timbers de Portland avec le même effectif? Je pense qu'à un certain moment, la saison passée, on a vu des limites, mais honnêtement, je pense qu'ils ont quand même changé un peu de choses dans l'effectif. On a vu Villafania partir, Claudio Bravo, comme tu l'as dit, arriver. Il y a également José Carlos Van Rankin qui arrive du Mexique, qui jouait pour le Santos. Donc, c'est quand même un bon niveau. Donc, honnêtement, il y a un peu de changement d'effectif, même si ça reste très, très limité. Hein. C'est pas mal. Des petites retouches. C'est ça, exactement. Je pense que c'est l'année limite, on pourrait dire. Je pense que cette année, ça va passer ou ça va casser. Mais c'est sûr qu'à partir de la saison prochaine, là, va peut-être falloir changer, on pourrait dire, le noyau de l'équipe. Je pense que, par exemple, un Valéry, cette saison, c'est pas mal la dernière. Là. On s'entend que dans un an, il va être encore plus vieux. Oui, c'est la logique des choses. Et c'est ça. Je pense qu'un Sébastien Blanco va peut-être avoir fait le tour de la MLS. Donc, vraiment, non. Je pense que cette année, ça va passer ou ça va casser. Et ça se peut que ça casse. Honnêtement, j'ai aucune idée. Mais oui, tu as raison, ça se peut. C'est ça, Chara a 34 ans, Blanco 32, bientôt 33. Blanco qui a quand même manqué toute la saison. Donc, est-ce qu'il va pouvoir se remettre assez rapidement de sa grosse blessure de l'année passée? Il y a beaucoup de points d'interrogation du côté de Portland. Après, Portland nous a prouvé des millions de fois que quand même c'est une équipe capable. Il y a de très, très bons joueurs. Moi, ce qui un peu me dérange, c'est que cette année, avec le calendrier de la MLS qui commence quand même bien plus tard, en avril, le 17 avril, avec la Champions League, avec le fait qu'il y a les Jeux Olympiques, cette année, si tout se passe bien, il y a la Gold Cup cette année aussi. Est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont manquer à l'appel? Sinon, qui ce serait le joueur? Il n'y en a pas beaucoup des internationaux qui vont participer à ces compétitions-là, mais il pourrait y en avoir. Est-ce que cette accumulation de matchs et ce manque de profondeur de l'effectif et le fait que c'est un effectif quand même assez vieux, est-ce que ça va être, ils vont pouvoir passer outre? Je doute très, très fort. J'ai mes doutes là-dessus. Après, comme j'ai dit, on ne peut pas le savoir, c'est encore trop tôt. Et on sait que le mercato est ouvert jusqu'au 2 mai. Hein? Donc, c'est quand même ouvert pendant longtemps encore. Donc, les choses peuvent vraiment changer. Mais j'ai hâte de voir ce que les Timbers vont faire. Il y a aussi Nies Goda qui j'espère, va montrer encore une fois ce qu'il est capable de faire. Hein?
Oui, exactement. Puis si jamais les choses, on pourrait dire, tournent mal du côté des Timbers, par exemple, une plus de blessures, des choses comme ça, ils peuvent quand même aussi se tourner vers leur équipe réserve, les Timbers tout. Donc, c'est un peu l'avantage d'avoir une réserve. Si jamais il y a une plus de blessures, ben, les Timbers peuvent signer quelques joueurs de la réserve et dont il y a certains joueurs de l'académie également. Là. Donc, je pense que niveau, on pourrait dire quantité, les Timbers sont quand même assez tranquilles. Il reste à voir si la qualité va être présente. Là. Ouais, en tout cas, on verra ce que les Timbers vont offrir. Face à eux, les Timbers, ben, il y a une équipe qui est quand même intéressante en face des Timbers, c'est CD Marathon. Parle-nous un peu de ce club-là hondurien. Oui, ben en fait, dans l'effectif, moi, personnellement, il n'y avait aucun joueur que je connaissais. Donc, aucun ancien de MLS, on pourrait dire. Sinon, sur le plan continental, c'est le fameux club qui a éliminé le Forge FC. Ben, pas éliminé, mais qui a vaincu le Forge FC dans les éliminatoires. Donc, après avoir perdu face à Saprissa, le CD Marathon affrontait le Forge FC pour voir c'est qui allait passer en Ligue des champions. Et c'est ça, il avait battu Forge FC 1-0. Sinon, sur le plan national, c'est un des meilleurs clubs de son pays. C'est peut-être le club qui est dans l'ombre de Olympia, mais la saison passée, ils avaient fini deuxième de leur ligue. Seulement 3 points derrière Motaga. Donc, vraiment, le CD Marathon, encore une fois, va arriver en forme face aux Timbers. Le championnat de clôture recommence sous peu. Donc, c'est ça. Si les choses vont bien du côté de CD Marathon, ils peuvent jouer un tour là, aux Timbers, justement, si l'effectif des Timbers casse. On avait parlé tantôt. Ça se peut que le marathon joue les troubles fêtes, comme un peu avait fait Olympia la saison passée à l'Impact. Le club de foot de Montréal. Oui, effectivement. Ouais, maintenant, ouais. L'année passée, c'était l'Impact. Cette année, Ouais, c'est le Club de foot de ouais. Montréal. Donc voilà, c'est pour le CD Marathon. J'aimerais aussi ajouter que pour avoir vu le match contre Forge FC, je peux vous dire que Marathon, c'est vraiment une équipe qui joue très, très vite en transition. Donc, elle fait mal en contre-attaque et c'est comme la plupart des équipes du centre de l'Amérique, une équipe extrêmement physique. Ils ont beau manquer des joueurs importants de leur effectif, ils ont la profondeur, leurs jeunes ont le couteau entre les dents et veulent vraiment montrer ce qu'ils sont capables de faire. Après, j'ai comme l'impression que la marche est un peu trop haute face aux Timbers de Portland. Donc, je serais surpris de voir les Timbers ne pas passer ce tour-là. En tout cas, on verra en avril ce qui va se passer de ce point de vue-là. On passe après au dernier club de MLS ou de CanPL qui va se qualifier. Donc, on va parler un peu des deux de manière spécifique. Donc, c'est soit Toronto, soit Forge FC qui va se qualifier pour jouer contre Club León, le club mexicain de Liga MX, le plus gros adversaire de toutes les équipes MLS, va devoir jouer va devoir jouer face au seul club canadien qualifié dans sa Ligue des Champions-là. Comme Ouais. quoi, quand le sort s'acharne et s'abat, ben voilà, il s'abat comme il faut. Donc, parlons un peu de Toronto en premier. Okay? Est-ce que José Altidore est sur le marché? Est-ce que on en a parlé ici sur Culture Soccer? On a eu des échos et des sources qui nous ont dit qu'il y a un attaquant qui devrait arriver du côté de Toronto. Ce n'est pas encore fait. Je pense qu'on attendait un peu qu'il y ait l'officialisation du retour à la MLS. Je pense que ça devrait s'accélérer bientôt. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que tu penses que, par exemple, Chris Armas, c'est le bon entraîneur pour venir entraîner cette équipe-là? Il va falloir de plus en plus, je pense aussi que Armas s'appuie sur sa jeunesse. Il y a de très bons jeunes joueurs. On parle de Julian Dunn qui a été excellent à Valor FC en CanPL, en défense centrale. On a vu, par exemple, Laurent Simon partir. Est-ce que ça veut dire que Dunn va avoir un peu plus de temps de jeu? On a Liam Fraser. Je pense que ça fait des années qu'on attend que Liam Fraser prenne la place de Michael Bradley, ce qui n'a pas encore été fait. Est-ce que c'est le moment avec un Chris Armas qui est quelqu'un qui fait confiance à la jeunesse? Est-ce que c'est le moment de passer et de penser à Liam Fraser et vraiment lui donner un poste de titulaire? On a Noble Okello qui
qui est impressionnant. Physiquement, c'est une bête. Okay? C'est vraiment une bête. Il est des cuisses grosses comme ça, là, c'est ridicule. C'est super beau à voir, en tout cas. On espère qu'il va avoir des minutes. Et on a les jeunes qui ont été très, très bons, que ce soit avec les équipes des jeunes canadiennes ou bien que ce soit avec le Toronto FC l'année passée, que ce soit Jayden Nelson ou Jacob Schaffelberg, qui sont quand même deux très, très bons joueurs. Est-ce que pour toi, c'est l'année une année de transition pour Toronto FC? C'est une année de reconstruction? C'est une année où Toronto va essayer de faire de son mieux, mais ne va pas aspirer aux grands honneurs? Oui, ben, je pense que c'est exactement ça. Dans les postes au niveau de l'entraîneur, on avait eu des rumeurs que peut-être ça allait être Vieira, mais au final, Toronto a opté pour un Chris Armas. Et je pense que ça donne un peu le plan de jeu de Toronto. C'est plus y aller vers la jeunesse. On sait, Armas vient des Red Bulls de New York, une des meilleures académies des États-Unis. C'est un entraîneur qui osait faire jouer ses jeunes joueurs. Je pense que c'est exactement ça qui va arriver avec Toronto. Toronto, on le sait, ils ont une très bonne académie, mais on sentait peut-être que les jeunes avaient un peu moins de place avec Greg Vanney. Greg Vanney faisait beaucoup plus confiance à ses vétérans, puis ça les a menés aussi à la Coupe MLS, donc c'était quand même une bonne stratégie. Mais Exact. je pense qu'Armas va apporter une nouvelle vision. Puis je pense que si Toronto gagne, Toronto va gagner avec ses jeunes. Ça, je pense que c'est quand même bien. Oui, je pense qu'on va avoir un nouveau Toronto, peut-être plus axé vers des signatures jeunesse, on ne sait pas. Mais c'est sûr, pour cette saison, honnêtement, moi, je ne sais pas Toronto va finir où. Ils ont fait pratiquement zéro recrutement depuis le début. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de jeunes qu'on n'a pas beaucoup vus. Fait que peut-être que Chris Armas considère ces jeunes-là comme, on pourrait dire, des nouvelles recrues. Donc, vraiment, je pense que ça va être intéressant de voir Toronto aller. Là, peut-être qu'il va y avoir un virage jeunesse à Toronto, qui sait? Oui, ben, ça a l'air plutôt de ça avec le manque de recrues de ce point de vue-là. Après, comme on l'a dit, il va y avoir, il est supposé avoir cette recrue-là ben, en attaque, en tout cas en tant qu'attaquant de pointe. Mais après, tu as beaucoup de bons jeunes joueurs. J'en ai nommé plusieurs, mais on a oublié Akinola, hein, qui est aussi là à 21 ans, qui peut prendre facilement la place de Josie Altitor, en fait, d'après ce qu'il a montré l'année passée. On a aussi Achara, hein, il ne faut pas oublier Achara qui a été blessé pour une grande majeure partie de l'année passée, mais qui a été quand même très bon à ses débuts. Donc, c'est un joueur nigérien qui serait capable d'être assez intéressant aussi. Donc, il y a du talent. Après, est-ce que c'est suffisant pour aspirer à ce que Toronto FC nous a montré sur les 5 dernières années? Je ne pense pas. Il va falloir voir si effectivement ce DP-là va être intéressant. On va passer à Forge FC avant de passer à l'adversaire Léon. On va parler un peu de son adversaire. Forge FC, de leur côté, c'est une équipe qui vient de remporter pour une deuxième fois le championnat de la CanPL. Donc, 2 fois vainqueur de la CanPL. Donc, il n'y a personne d'autre que eux qui ont gagné le championnat, vu que ce championnat-là a juste 2 ans. Une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'internationaux canadiens ou d'ex-internationaux canadiens, donc comme Kyle Becker, Maxime Tissot et j'en passe. Oui, il y a eu quelques petits départs avec le départ à la retraite de David Edgar. Il y a plusieurs joueurs qui sont prêtés. On a vu Crutzen qui est prêté, par exemple, en Europe. Est-ce qu'il sera de retour à un moment donné? Mais ça va être intéressant parce que des équipes de la CanPL, l'équipe qui a le plus de profondeur et l'équipe qui a le plus d'expérience et l'équipe qui est la plus constante, ben, c'est Forge FC. Donc, ça veut dire qu'on a la crème de la CanPL qui va jouer contre une des meilleures équipes de la MLS qui est en pleine reconstruction. Donc, ça va être quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Un petit mot sur l'effectif de Forge FC, Anthony? Oui, ben en fait, moi, c'est sûr, c'est peut-être une équipe que je connais un peu moins, mais c'est sûr que moi, j'ai hâte de la voir aller. Il y a des joueurs québécois dans cet effectif. Il y a Maxime Tissot, Gabriel Balbinotti qui vient du College Soccer québécois. Donc, écoute, ça va être très intéressant. J'espère pour Forge FC qui peuvent créer la surprise. Je pense que ça serait vraiment un accomplissement faramineux pour la CanPL de voir un de ses clubs en Ligue des Champions et ça pas d'office vraiment
en s'y qualifiant. Et c'est ça. Tu sais, Toronto, on l'a dit, un peu en reconstruction. Forge, ses joueurs sont pratiquement tous canadiens, donc peut-être que l'entraînement va reprendre plus rapidement, comme on l'a dit un peu plus tôt. S'il y avait une surprise, j'aimerais ça que ce soit Forge FC qui remporte face à Toronto. Mais c'est sûr qu'après ça, face au club Léon, ça serait un peu plus difficile, mais honnêtement, non, ça serait bien voir un club de CanPL pour l'expérience en Ligue des Champions, là. Ouais, non, ce serait intéressant. On en a parlé, le nouveau format aussi, la Champions League, la CONCACAF Champions League, sur le dernier CS à l'érable, l'autre podcast de Culture Soccer, qui se concentre beaucoup plus sur l'actualité de soccer canadien. Je vous conseille d'aller l'écouter. Il est juste disponible en audio, mais vous allez pouvoir l'écouter. On a parlé en long et en large de ce nouveau format qui commence en 2023. 2023-2024 et on sait qu'il y aura par exemple 2 équipes de la CanPL qui seront qualifiées en Ligue des Champions. En tout cas, ça évolue pour le mieux pour le soccer canadien. Donc, je vous conseille d'aller écouter tout ça. Donc, bref, ça va être intéressant. Je suis d'accord avec toi. Si jamais Forge FC arrive à réaliser l'exploit, hein, on s'entend, battre Toronto, ce serait vraiment un gros exploit. Et on se retrouve à ce moment-là, le gagnant de cette finale-là se retrouve face à qui? Se retrouve face au Club Léon, un des meilleurs clubs de Liga MX. Parle-nous un peu de ce club-là, de ce club de Mexique, du Mexique. Oui, exactement. En fait, le Club Léon, un de leurs joueurs forts, c'est Luis Montes, un international mexicain, un très, très bon joueur. Sinon, sur le plan national, Club Léon, cette saison, ça ne va pas très bien. Écoute, après 5 matchs, ils sont 16e du championnat sur 18. Donc, vraiment, ça ne va pas très bien. Seulement une victoire en 5 rencontres. Donc, c'est ça. Peut-être niveau forme, sont vraiment là au niveau négatif. C'est vraiment dur, hein? Oui, c'est ça, exactement. Sinon, on avait pu les voir la saison passée en Ligue des Champions, justement. Et c'était le LAFC, si je ne me trompe pas, qui les avait éliminés, le futur finaliste. Donc, vraiment, Club Léon, oui, c'est peut-être l'adversaire le plus difficile parmi les clubs MLS ou de CanPL, mais également, c'est peut-être celui qui est dans une phase la plus négative. Donc, il reste à voir si justement le problème de forme qu'on parlait un peu plus tôt, c'est peut-être qu'il va tourner à l'avantage de Toronto ou de Forge FC. Donc, vraiment, non, c'est une équipe avec quand même beaucoup de talent, mais cette saison, ça ne semble pas fonctionner, là. Il faut dire aussi qu'ils ont le temps encore de retrouver leur forme, hein. On le sait, souvent, on l'a vu plusieurs fois à travers le globe, hein. On a vu plusieurs fois des équipes qui sont peut-être pas bonnes dans une compétition et qui finalement finissent par remporter la deuxième. Donc, pas bonne en Ligue des Champions, pas bonne en championnat, mais remporter la Ligue des Champions, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Est-ce que ce sera cette équipe-là qui fera ce genre de saison-là? On verra, mais c'est sûr qu'il y a des joueurs quand même intéressants du côté de Club Léon, mais personnellement, on ne les connaît pas très, très bien. On n'est pas des experts de Liga MX de notre côté. Par contre, à nommer, bien évidemment, Luis Montes. Et c'est quand même un club qui a quand même un certain apport au Mexique qui est quand même reconnu comme club. C'est un club qui a gagné, par exemple, des championnats. Il est champion de la Guardianes en 2020. Il a été deuxième de la Clausura en 2019. Donc, c'est pas un club lambda du côté du Mexique. En tout cas, il n'y en a pas de club lambda du côté du Mexique. Mais ça va être intéressant parce que je pense que c'est vraiment l'adversaire le plus coriace parmi tous les clubs nord-américains qui sont dans cette compétition-là. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner du côté de cette Ligue des champions de la CONCACAF. Je pense que c'est ça qui va clôturer notre épisode de Culture Soccer, le premier épisode vidéo de Culture Soccer. Encore une fois, je vais faire un dernier rappel pour ceux qui n'ont pas écouté toute l'émission. On fait un tirage au sort d'un maillot de Culture Soccer. On a juste une seule taille, la taille medium. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire un commentaire en dessous des publications, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, faire un commentaire qui dit « Vive Culture Soccer » et vous serez inclus dans le tirage au sort. Il faudrait par contre que ce soit fait avant minuit ce soir, le 14 février, pour faire partie de ça. Anthony de Varenne, co-rédacteur en chef de Culture Soccer, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui.
Ben, merci à toi, puis surtout merci à tous ceux là, qui nous ont écoutés en direct et ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Donc, ben, merci à vous de nous encourager et à toi qui nous écoutes, j'espère que c'est toi qui vas remporter le maillot. Ben ouais, exact. On espère en tout cas qu'on aura beaucoup de personnes qui vont nous écouter. Moi, je vais vous dire merci de d'avoir été aussi fidèles et de toujours écouter Culture Soccer. Et on va vous souhaiter un très, très bon dimanche et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast. Au revoir, les amis. Bye.